Merci beaucoup d'être toujours là. Pour cette deuxième partie de comment je survis à un abus, nous allons donc déployer nos ailes quelque part en apprenant comment faire pour s'en sortir. Je vais commencer juste par rappeler ce qui se passe chez l'enfant pour en revenir chronologiquement aux faits. Donc nous avons bien compris à ce stade que l'enfant ne peut pas agir seul, ne peut pas s'en sortir, et ce pour plusieurs raisons évidentes. 1. Il n'a pas la capacité de réaliser qu'il subit de la maltraitance. Pourquoi ? Parce que le lien qu'il a avec ses parents géniteurs ou responsables est trop important et indispensable à sa survie. Il dépend donc d'eux physiquement et psychiquement. Que ces traitements soient bons ou mauvais. Il n'est donc pas concevable de supprimer ce lien. C'est ce qui le maintient en vie. L'autre raison est qu'il n'a pas la conscience de ce qui est bon ou mauvais et de ce qui est apparenté à un bon ou à un mauvais traitement. Également parce que cet enfant neuf ne connaît rien d'autre que le modèle et les exemples qu'il a reçus de ses parents. Il ne peut donc pas comparer et il n'a également pas la faculté à cet âge de savoir forcément ce qui est bon ou mauvais et surtout et tant mieux. Normalement, on ne peut pas concevoir que des choses aussi horribles puissent se produire. L'enfant encore moins. Et donc, n'ayant jamais rien vécu d'autre, il pense que c'est la norme. On a bien compris qu'en grandissant, il va adapter des stratégies de survie, des stratégies d'adaptation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un enfant, il est inconcevable d'imaginer que la même personne qui lui aurait fourni de l'amour, qui l'aurait accompagné dans son enfance, qui l'aurait aidé à grandir et qui lui aurait donné ce qu'il pensait être de l'amour, du moins, ait une autre facette et que cette même personne soit capable de cruauté d'une certaine manière. Donc cette forme de dualité, pour un enfant, elle n'est pas concevable et on va s'apercevoir en grandissant, l'adulte qui aura vécu des abus n'aura pas forcément reconnu son histoire de vie comme souffrante, comme personne abusée, parce qu'il est pour lui pas imaginable que cette même personne qui lui aurait apporté cette représentation d'amour puisse en même temps être la personne qui lui aurait fait du mal. Donc c'est là qu'on se rend compte, c'est vraiment un palier qu'il s'agit de traverser pour pouvoir arriver à dépasser donc tous ces traumatismes qui sont liés à ces abus. C'est déjà, comme je le disais lors de ma deuxième vidéo, comment je deviens adulte, eh bien c'est vraiment déjà premièrement de reconnaître qu'on a vécu un abus. Le but ici n'est pas d'envoyer son bourreau sur l'échafaud ou d'intenter un procès. Et quand je dis bourreau, je parle, voilà, quelle que soit la personne, son père, sa mère, son oncle, sa tante, un ami de la famille, un conducteur de bus, un professeur, que sais-je. Je parle vraiment de la personne qui aura commis cet abus sur l'enfant. C'est vraiment la première chose à faire pour l'ancien enfant devenu adulte, c'est de reconnaître ce qui s'est passé. Alors évidemment, s'il est dans une stratégie d'évitement comme l'amnésie ou la dissociation ou le déni, etc., évidemment ça va être plus compliqué. Voilà. J'aimerais mettre l'accent maintenant sur une chose qui me semble très importante, c'est que si je vous parle de tout ça, ce n'est pas dans le but de se reconnecter aux souffrances de l'enfant, c'est dans le but de reconnaître qu'il se passe quelque chose à un moment donné qui va raviver ces blessures et que en fait, plus on va occulter cette émotion douloureuse, plus en réalité elle va prendre de place sous une forme ou sous une autre. Plus on va faire la sourde oreille et éviter ces émotions ou faire comme si elles n'existaient pas, et plus
elles vont s'incorporer. Elles vont finalement se matérialiser d'une manière qui est toute simple et qui s'appelle la maladie. Donc la maladie, le maladie, c'est la traduction physiologique d'une émotion qui a été réprimée, qui n'a pas été exprimée, qui n'a pas été accueillie, et elle va se remanifester d'une manière ou d'une autre, donc que ce soit sous forme de maladie physique ou psychique, parce que notre corps est notre meilleur ami, et si nous, notre mental, ne voulons pas écouter ces messages, eh bien le corps, nous avons la chance qu'il puisse lui nous rappeler à l'ordre, d'où l'importance encore une fois de l'écouter, avant d'arriver à une maladie justement, c'est ça aussi le but. Donc maintenant voilà, on a plusieurs possibilités, soit une fois qu'on a accepté la réalité et qu'on se dit oui effectivement j'ai été victime d'un abus, soit celle d'affronter son bourreau, afin de lui transmettre nos ressentis d'injustice et tout ce qui n'est pas normal et qui nous a fait endurer, donc pour pouvoir être entendu donc, et reconnu en tant que victime, parce que là il s'agit vraiment d'une victime et d'un bourreau, on n'est pas dans cette triangulation dont je parlais, victime, bourreau, sauveur. Non, là on est réellement dans un cas de figure concret où un enfant a subi un abus, donc c'est réellement une victime et un bourreau. Donc le problème lorsque l'on veut se confronter à son bourreau, c'est que 80% des cas, 60% peut-être, ça ne fonctionne pas. Cette personne, le bourreau en question, ne peut pas entendre ses reproches, ne peut pas entendre ses accusations. Parfois c'est une personne malade ou souffrante et qui va être totalement diminuée par l'écoute de ses propos et qui va se sentir accusée, et là on va voir que cette personne va tout à coup changer de visage et se transformer à son tour en victime en fait, alors que c'est elle qui a commis des abus. Donc là, on va très vite se rendre compte que ce n'est pas possible d'affronter son bourreau puisqu'il ne peut entendre. On va se sentir impuissant, démuni, et on ne va pas forcément savoir comment s'y prendre. Donc voilà, c'est là où je vous donne des pistes pour pouvoir s'en sortir.